Alexandre Zapolski est le fondateur et le PDG de l'Inagora dans le cadre du Tour du logiciel libre qui fait étape à Montpellier ce jeudi 14. Il répond à nos questions. Une initiative de la société l'Inagora, une des plus importantes sociétés de services en logiciel libre en France. Un Tour de France qui vise à enfoncer le clou de la directive du Premier ministre conseillant l'utilisation des logiciels libres dans les administrations et les collectivités. La mise au catalogue de l'UGAP des solutions l'Inagora fait aussi l'objet d'une présentation dans ce Tour de France qui permet aussi et surtout de voir où on en est grâce aux interventions et au retour d'expérience des DSI locales. Nous sommes au téléphone avec Alexandre Zapolski. Bonjour. Bonjour à tous. Alors on vous reçoit, on vous avait déjà vu à Montpellier, c'était lors des 10 ans de l'Adulacte, il y a quelques mois déjà. Et là on vous a au téléphone pour parler un petit peu de l'Inagora, mais surtout dans le cadre du Tour de France du Libre que vous avez organisé et qui amène ce Tour de France à une étape montpelliéraine ce jeudi 14 novembre. Peut-être pour présenter un petit peu, c'était dans les années 2000-2002 que vous créiez l'Inagora avec Michel-Marie Maudet. Depuis, l'Inagora a grandi, c'est une société de services en logiciel libre, même si on a entendu récemment que maintenant il allait falloir les appeler les entreprises du numérique libre, bref. Et puis au fil de premiers marchés d'industrialisation, de premiers grands contrats, et puis de la consolidation dont vous avez su faire preuve, on arrive à la fameuse déclaration du Premier ministre en faveur du logiciel libre. Et puis maintenant vous êtes souvent des voyages présidentiels pour aller prêcher la bonne parole du logiciel libre pour l'Inagora aussi qui a su se développer, compte aujourd'hui à peu près 150 salariés ou en tout cas collaborateurs, ouais. Voilà, et qui se délocalise sur le continent nord-américain, donc qui a le vent en poupe, on peut le dire comme ça. Alors, on se délocalise pas, hein. On investit et on exporte, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et ça quand même, et la différence principale, c'est que l'ensemble de nos équipes aujourd'hui de recherche et développement, par exemple, sont en France, restent en France, et j'envisage pas un seul instant de substituer un emploi de l'un de nos ingénieurs français par un ingénieur, qu'il soit canadien, américain, vietnamien ou tunisien ou je ne sais de quel pays. Donc c'est pas de la délocalisation, c'est vraiment de l'investissement. Moi je crois que le numérique et en particulier l'open source dans le domaine du numérique, on a vraiment de très très bonnes solutions et on a de quoi exporter, et en tout cas le numérique français ne mérite pas la faible part en termes d'export qu'il a aujourd'hui. Il faut qu'on fasse plus que ça. D'ailleurs, dans votre petite présentation, ce que vous avez oublié d'omettre, présentation très complète, c'est que également je suis très investi au niveau globalement du numérique et notamment dans Syntec Numérique. Je suis l'un des administrateurs de Syntec Numérique et j'ai initié la commission internationale qui a justement pour vocation d'aider nos entreprises du numérique à se développer plus à l'international et à développer plus l'export. Et je co-préside en fait cette commission avec Pierre-Yves Comanet, qui est l'un des dirigeants de l'entreprise Sopra. Est-ce que je peux juste revenir sur 2-3 éléments de votre présentation? Absolument. Merci Gilles. Alors, bon, vous disiez société de services en logiciel libre. C'est vrai qu'on est en 2000 à l'origine en fait de cette appellation et de ce terme-là, et c'était effectivement le métier principal de l'Inagora jusqu'en 2006-2007. Depuis, on a très largement investi en innovation et en recherche et développement. Et aujourd'hui, l'Inagora, c'est bien plus un éditeur de logiciels qu'uniquement une société de services en logiciel libre. Il y a plus de 40 personnes qui travaillent chez nous en recherche et développement, principalement à Paris, mais pas que, à Lyon, à Marseille. On a aussi un collaborateur à Montpellier, donc c'est une ville qui nous est chère aussi pour ça, parce qu'en fait, on y trouve de très très bons ingénieurs. Et donc voilà, on a des activités de recherche un peu partout en France. On a d'ailleurs ouvert très récemment un laboratoire conjoint avec une université qui est l'université Joseph Fourier à Grenoble. Et donc c'est un premier laboratoire public-privé en R&D open source, et j'en suis très très fier. On n'a pas encore fait d'annonce sur le sujet parce que pour l'instant on est en train de caler les dispositifs, et concrètement les équipes sont en train de s'installer dans l'université, mais prochainement c'est un sujet sur lequel on va communiquer. Voilà, donc un éditeur de logiciels libres, et puis si j'accompagne effectivement, alors pas souvent, j'ai eu l'opportunité effectivement d'accompagner une fois le Premier ministre, une fois le Président de la République dans leur cadre de leur voyage officiel.
c'est moins pour parler de l'Inagora que pour porter effectivement la voix des entreprises du numérique globalement et plus particulièrement celle de l'open source. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans tout ce qui est en train de se passer avec un gouvernement qui a 25% de bonne opinion favorable, etc., ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une équipe gouvernementale qui est très attentive au développement de nos PME, au développement de l'innovation, et qui est vraiment là pour nous aider, pour nous faire grandir à l'international. Voilà, donc effectivement, moi je suis plutôt soutien de la politique gouvernementale en faveur de l'innovation et de l'aide qu'ils octroient aux PME et en particulier aux PME innovantes. Et puis c'est des gens très accessibles. Moi j'ai été très surpris par Jean-Marc Ayrault, par exemple, qui est effectivement très accessible. Mais on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour parler de logiciels libres et notamment effectivement de cet événement qui aura lieu très prochainement à Montpellier. On va y venir, mais vous me tendez la perche en évoquant le Syntec numérique et puis on va dire l'action du gouvernement. On l'a vu pour l'enseignement supérieur et la recherche. On va dire que le message a été compris. Pour l'étape précédente, celle justement de la loi sur la modernisation de l'école, il semblerait que sans vous en informer, le Syntec numérique ait pris, on va dire, parti et fait force lobbying pour faire reculer le législateur sur cette loi particulière. Bon, écoutez, j'ai beaucoup d'estime pour le Syntec numérique et pour le travail qu'on mène avec l'ensemble du conseil d'administration, pour le travail que mène en fait notre président Guy Mamoumani. Et j'aimerais effectivement pouvoir imaginer que seul le Syntec numérique puisse faire prendre ou ne pas prendre des décisions au gouvernement et puis faire en sorte que le Parlement vote en faveur d'un sujet ou d'un autre. On peut participer à la prise de décision publique, effectivement, comme syndicat premier. C'est le rôle aussi du Syntec numérique de s'exprimer dans l'intérêt en fait de ses membres. Mais naturellement, il n'est pas seul à faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre. Oui. La preuve, le Syntec numérique défendait pas plus la position pro-logiciel libre qui a été adoptée pour l'enseignement supérieur et la recherche, et vous le rappeliez, il était sur la même voie que sur le sujet de l'éducation, c'est-à-dire effectivement que le Syntec numérique, ce qu'il dit, c'est que parce qu'il n'y a pas d'autre point de vue qui n'est pas effectivement le point de vue des acteurs de l'open source, qui n'est pas le point de vue de l'Inagora, puisque vous le savez, moi j'ai exprimé la position de l'Inagora tout à fait officiellement à travers un communiqué de presse. Oui. Donc nous, on est tout à fait en faveur que l'État prenne position en faveur du logiciel libre, comme il l'avait fait dans le cadre de la circulaire Ayrault, quand Jean-Marc Ayrault a dit il faut favoriser le développement et l'usage de l'open source. Donc quand ces deux propositions sont arrivées au niveau du ministère de l'Éducation et puis au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui disait à peu près la même chose, favoriser l'usage du logiciel libre pour construire les services numériques, les acteurs de l'open source et en premier lieu l'Inagora étaient favorables effectivement à de tels dispositifs et pas le Syntec. Et pourquoi? Eh ben parce que au Syntec, ce qui prévaut encore aujourd'hui, c'est un principe dit de neutralité et qui veut dire que le Syntec ne souhaite pas que l'État fasse a priori le choix de telle technologie au profit de tel autre ou de tel modèle économique au profit de tel autre. Ce qui est entendable pour une certaine partie de l'argumentation, c'est-à-dire que on imaginerait mal, par exemple, le Syntec numérique dire maintenant il ne faut que des projets en mode cloud et la seule bonne façon d'acheter du numérique, c'est de le faire à travers du cloud et donc des services SaaS, etc. On comprendrait pas une proposition qui serait celle-là de la part du Syntec numérique. Bon. Là où effectivement, les gens de l'open source et l'écosystème open source ont une position qui est différente, c'est que le propos que nous on mène dans l'open source, c'est de dire oui, mais la situation est tellement déséquilibrée en faveur des grands éditeurs de logiciels traditionnels que si on rétablit pas des éléments de concurrence un peu plus libres, un peu moins faussés, si on rétablit pas un équilibre dans le marché, eh ben ces acteurs-là sont tellement présents, sont tellement puissants que on est dans un déséquilibre structurel qui fait que on a besoin que l'État intervienne pour recréer des conditions de l'équilibre. Et justement, la neutralité dont se prévaut un certain nombre d'acteurs et que essaie de défendre le Syntec numérique, si on veut l'atteindre, eh ben il faut qu'il y ait un rééquilibrage qui s'opère
pour qu'il y ait cette neutralité. Donc, si vous voulez, on a bien finalement le même type d'objectif, mais on partage pas tout à fait les mêmes constats sur la situation présente. Mais vous savez, je pense vraiment que on a la nécessité de converger et de travailler en groupe. Et moi, j'ai choisi de m'investir dans les organisations existantes. Certains font le choix d'être à l'extérieur et de combattre ce qui existe déjà. Moi, j'ai toujours fait le choix de m'inscrire dans ce qui existait et d'essayer de faire progresser mes convictions et les points de vue que je défends à l'intérieur de ces organisations-là. Mais à partir du moment où j'accepte de jouer le jeu de ces organisations, il faut que j'en accepte aussi les règles en matière de gouvernance. Et donc, il faut que j'accepte que le point de vue majoritaire soit pas forcément, pour l'instant, le point de vue que moi je défends. Et à partir de ce moment-là, je l'accepte et puis je suis capable de l'expliquer comme je viens de le faire auprès de nos auditeurs. Pour convaincre justement alors que ce soit les collectivités, les collectivités territoriales, les administrations ou encore des entreprises qui n'ont pas encore migré, etc. Il semble bien que l'utilisation du terme open source soit souvent plus efficace que de logiciels libres. Alors pourquoi je dis ça, c'est que on a fêté récemment les 30 ans du projet GNU et Richard Stallman, en bon prof de vocabulaire qu'il sait souvent être, a rappelé sa vision des choses en disant que finalement, les gens qui utilisaient le terme open source mettaient en avant l'aspect commode, l'aspect pratique du logiciel ouvert, on va dire ça comme ça, tandis que les gens qui disent logiciel libre mettent plus en avant l'aspect éthique du logiciel. Mais si je comprends bien, pour rester pragmatique et être efficace et convaincre, c'est un petit peu sur ce double vocabulaire que ça se joue. Vous soulevez un point qui est intéressant. D'abord, moi j'ai énormément d'estime pour Richard Stallman, il le sait, c'est quelqu'un que je connais depuis presque aussi longtemps que j'ai souhaité entreprendre. D'ailleurs, chose assez rare, il avait accepté de témoigner dans l'une des publicités officielles que l'Inagora faisait, qui était justement sur ce sujet de la liberté, et bien sûr de la liberté appliquée en fait au domaine du logiciel. Et c'est vraiment pour moi une très grande fierté et un vrai signe d'amitié qu'il ait accepté, et un signe de confiance qu'il ait accepté d'accompagner en fait l'Inagora sur ce combat-là. Donc, un, je comprends parfaitement la position de Richard Stallman. Deux, je pense il est tout à fait dans son rôle quand il rappelle la règle. Il est là pour lui être c'est le père fondateur de ce mouvement du logiciel libre, et donc il est pas là pour être dans la transaction. Il n'est pas là pour transiger. Il est là pour redonner en permanence et répéter un assemblement d'où vient le logiciel libre, pourquoi il existe. Et lui, il mène un combat qui est essentiel, qui est le combat à la liberté de l'information et à la liberté de l'informatique, pour que les utilisateurs ne subissent pas l'informatique, mais pour que les utilisateurs maîtrisent l'informatique et tout ce que l'informatique produit, notamment en fait les données, les informations qui sont traitées en fait par l'informatique. Et ça, c'est juste essentiel, notamment au regard en fait de l'actualité qu'on a, Prism, et tout ce qu'a révélé celui qui aurait dû être prix Nobel cette année à mon avis, c'est-à-dire Snowden. Et donc il est de tous ceux qui s'intéressent en fait au logiciel libre, à l'open source, il doit être en fait respecté. Mais néanmoins, ensuite effectivement, il y a le logiciel libre, c'est pas que un mouvement idéologique, c'est devenu aussi un vrai marché, un vrai business. Et il faut pas avoir peur en fait de ces termes-là. Et aujourd'hui, ça apporte aussi de la liberté aux usagers, aux utilisateurs, mais qui sont pas que des individus, qui sont aussi en fait des entreprises. Et pour elles, l'impact qu'a l'adoption du logiciel libre peut être tout aussi important et nécessaire que pour un particulier. Et donc, mais par contre, c'est moins, si vous voulez, cet enjeu absolu de liberté vis-à-vis de l'informatique qui rentre en ligne de compte, que sa capacité qu'ont les utilisateurs professionnels du logiciel libre d'être plus indépendants vis-à-vis en fait de ceux qui fournissent en fait la technologie, de mieux maîtriser leur rapport de force client-fournisseur, et finalement d'avoir plus de droits dans cette relation commerciale entre les fournisseurs technologiques et eux, les utilisateurs. Voilà. Mais plus de droits, c'est aussi plus d'obligations. Donc le logiciel libre, c'est pas toujours très simple. Moi, j'explique toujours que le logiciel libre, c'est pas magique. L'open source, c'est pas magique. Voilà. Mais c'est vrai que
Donc c'est aussi pour ça que ça permet de faire tout un tas de travaux autour de schémas directeurs open source, autour d'aide à la définition de l'usage stratégique. Il s'agit notamment de réfléchir comment les grandes organisations, comment l'État, un ministère peut adopter en fait le logiciel libre. Mais pour revenir en fait au sens de votre question, c'est vrai que par extension, dans l'univers business, on utilise assez communément les deux termes logiciel libre ou open source, et à la fin fond, pour les entreprises, ça change pas fondamentalement les choses. Et moi, je suis pas là encore une fois pour compliquer le débat. J'ai tendance à dire à mes interlocuteurs que pour moi, les deux termes sont synonymes. Mais si on essaie d'être juste, les deux termes ne sont pas synonymes. Et effectivement, il faudrait s'obliger à utiliser le terme logiciel libre quand on parle en français. Et c'est ce qui est assez passionnant aussi dans le monde du logiciel libre, c'est le fait que les libristes sont souvent ont souvent une grande culture juridique et du coup sont assez pointilleux sur la sémantique. Alors on l'a bien compris, il s'agit aussi de faire œuvre de pédagogie auprès de ceux qui devraient migrer ou qui se posent encore la question. En ce sens, le Tour de France du logiciel libre que vous menez dans plusieurs grandes villes de France depuis quelques mois déjà, je crois qu'il y a eu une pause pendant l'été si je me trompe pas, sert aussi à la fois c'est une opération de communication pour l'Inagora, mais en même temps c'est aussi l'occasion d'avoir des retours d'expérience de la part des responsables des DSI des collectivités, puisque dans le cadre de ce qui nous amène ici ce jeudi 14 novembre 2013 toute la journée, dans le cadre de cette étape Montpellier-Rennes, il y aura évidemment il y aura Julien Faury pour l'Inagora qui est directeur des régions et qui viendra communiquer à 10h15, et puis il y aura aussi des gens qui parleront du marché de l'UGAP, comment mettre en œuvre du logiciel libre sans appel d'offres. Ça aussi c'était plutôt une grande victoire de cette année. Et puis les associations présentes ainsi que les chefs de projet open data ou qu'ils soient de la ville ou de la région viendront un petit peu témoigner des choses qui sont en train de se passer. Alors, vous avez raison. Enfin, pour moi, ce Tour de France du logiciel libre, ça faisait un moment que j'en avais envie. Moi, vous savez, je suis né à Toulon, ça s'entend peut-être avec mon accent, et je suis profondément attaché à mes racines provinciales, et je pense que toute la France et toute la vie n'est pas uniquement contingentée à Paris. Et donc, si vous voulez, j'en avais un peu assez que on va dire les grands événements aient lieu que à Paris, et que quand on veut parler de logiciel libre, il faut forcément demander aux gens de bien vouloir nous rejoindre sur Paris. Ce qui fait que par ailleurs un grand nombre en fait d'événements marche de moins en moins, parce que les gens ont pas cette nécessité ont plus forcément envie de se déplacer pour aller entendre et écouter les Parisiens. Et moi je pense que les régions, elles sont en train de prendre en fait un sacré leadership et un sacré dynamisme, justement grâce à Internet, grâce aux nouvelles technologies d'information, et disons-le aussi grâce aux moyens aussi pour voyager beaucoup plus aisément. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire un événement sur Montpellier et d'avoir y compris des participants en fait de toute la France, parce que c'est facile de se déplacer jusqu'à Montpellier, ça l'est beaucoup plus qu'il y a effectivement 15 ou 20 ans. Bon, et donc cette journée, elle va être tout à fait essentielle là, cette journée donc du 14 novembre. Elle a lieu, et je tiens vraiment à les remercier, à la Maison du Numérique. Cette Maison du Numérique, elle est opérée par une association qui s'appelle Novae, qui est en fait une association dont l'objectif est de développer le numérique, les usages du numérique et l'écosystème du numérique en Languedoc-Roussillon. Donc le Novae nous accueille, donc naturellement on laissera la parole à son président, donc Philippe Naoum, qui nous a vraiment fait la gentillesse de nous accueillir donc à cette maison du numérique. Et donc ça se fait avec Novae, et puis ça se fait aussi avec les équipes, et ça c'est souvent le cas quand on se déplace en région. On essaie de monter les événements avec ce qu'on appelle les groupes d'utilisateurs Linux, les GUL, les groupes d'utilisateurs Linux, Montpellier Libre, et puis également l'association régionale qui défend le logiciel libre, qui s'appelle la FRUL, F-R-U-L, la FRUL, qui est la fédération régionale dédiée en fait au logiciel libre. Alors je suis très content qu'on fasse ça avec Montpellier Libre et avec la FRUL pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que ce sont ces gens-là qui vont organiser
en 2014 les rencontres mondiales du logiciel libre. Elles auront lieu du 5 au 11 juillet à Montpellier, et donc Montpellier va devenir la plaque tournante, si je peux l'exprimer ainsi, du logiciel libre en 2014 à l'occasion de ces rencontres mondiales du logiciel libre. Et l'Inagora aura bien évidemment à cœur d'accompagner les organisateurs dans la réussite de cette région. Et puis par ailleurs, c'est qu'en fait, il se passe beaucoup de choses en Languedoc-Roussillon. Et d'ailleurs, à l'occasion de cette matinée là du 14 novembre, on aura à la fois le Conseil régional de Languedoc-Roussillon qui viendra nous parler de son projet de migration LibreOffice et son retour d'expérience de migration Microsoft Office vers LibreOffice. Et puis on a également les gens de la ville de Montpellier et de l'agglo de Montpellier qui vont venir nous parler de ce qu'ils font dans le domaine de l'open data et comment en fait tout leur programme d'open data en réalité repose sur l'usage en fait de logiciels libres. Et donc là, c'est Jérémy Valentin et Pierre Brice là qui vont intervenir, et c'est Jean-François Mangin qui est le directeur des systèmes d'information du Conseil régional de Languedoc-Roussillon qui va venir présenter son retour d'expérience. Donc vraiment une matinée très très riche qui va être extrêmement intéressante, et on fait ça avec des gens qui sont tout à fait essentiels dans le dispositif en Languedoc-Roussillon. Du côté de Montpellier, c'est bien sûr les gens de l'Adulact, et en l'occurrence le bras armé de l'Adulac qui s'appelle l'Adulac Projet, qui est une SCIC, une société coopérative qui, si vous voulez, gère les projets de mise en œuvre, notamment auprès des collectivités qui veulent en fait utiliser les logiciels issus, si vous voulez, de l'association Adulac, qui est une association qui fédère les collectivités locales dans leur développement de nouveaux logiciels libres. Voilà, et donc ils ont en fait une entreprise du numérique issue en fait de l'Adulac, et Pascal Fedel, qui en est le fondateur et le PDG là de l'Adulac Projet, sera aussi avec nous. Donc on va vraiment avoir une très très belle matinée, et puis avec tous les gens qui écoutent Divergence numérique, alors là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On va comment dire, péter les scores. Et je pense qu'on va vraiment avoir une matinée formidable. C'est gentil. Plus hexagonalement, j'imagine que finalement tout ce qui va rester de ce Tour de France, j'imagine qu'il y a une synthèse, un bilan. Ce sera riche d'enseignements, un enseignement qui pourrait profiter aussi à ce qui se passe au niveau du gouvernement. Alors, vous avez raison de le souligner. Alors, il va d'abord venir aussi servir les états généraux de l'open source. Vous savez qu'au Syntec numérique, avec l'ensemble des associations et des fédérations professionnelles de l'open source, et puis avec tous ceux qui l'ont souhaité, on a monté sous le patronage de Fleur Pellerin les états généraux de l'open source. L'idée étant de réfléchir à notre métier, à son avenir, aux conditions dans lesquelles on l'exerce, les enjeux en termes de formation, que peut faire en fait le secteur public et le gouvernement pour nous aider à développer plus et mieux notre écosystème. C'est quoi quelle serait une fiscalité positive permettant là encore une fois de dynamiser encore plus notre écosystème qui est lui-même un écosystème très dynamique. Comment nous-mêmes on peut rendre à la collectivité à travers notre croissance, à travers l'augmentation de notre capacité de développement international, comment on peut rendre en fait ce que la collectivité nous apporte. Bref, donc on aborde tous ces sujets-là à l'occasion des états généraux de l'open source, et naturellement les retours et les enseignements qu'on a déjà retirés, puisqu'on a déjà fait plus d'une dizaine d'étapes, effectivement, comme vous le rappeliez avant l'été. Il y en a encore un peu moins d'une dizaine qu'on réalise d'ici la fin de l'année. Donc on aura fait une vingtaine de dates en l'espace d'un an. On va effectivement synthétiser ces rencontres, les attentes en fait de nos interlocuteurs. Mais ce qui est sûr, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a vraiment une dynamique très très forte au niveau de chaque région dans le domaine du numérique, c'est certain, et en particulier dans le domaine de l'open source. Et il y a beaucoup d'attentes pour que il se passe encore plus de choses dans les régions, que ces expériences soient mieux partagées, mieux entrecroisées. Et donc on a un modèle français qui est encore très centralisé, et on voit bien que ce que nous disent nos interlocuteurs en région, c'est qu'ils attendent autre chose que uniquement des initiatives
parisiano-parisienne, et que il faut prendre en compte les régions. Et donc c'est tout à fait ce que nous on essaie de faire en nous rapprochant de la vraie vie, hein, de nos vrais interlocuteurs. Bon, pour l'Inagora, y compris de ses vrais clients, hein, que sont les collectivités locales, territoriales, qui sont partout en France. Hein, et à Paris, elles sont finalement peu nombreuses si on regarde. Très bien, le rendez-vous est pris pour ce jeudi, c'est quartier du millénaire. Toutes les informations sont sur letourdulogiciellibre.fr, les mots séparés par des tirets. Alexandre Zapolski, merci beaucoup. On vous souhaite de bien terminer ce tour et que le développement du logiciel libre profite et s'étende. Et rappelons juste que c'est bien évidemment gratuit, que c'est ouvert à tout le monde. Par contre, nécessitez, s'il vous plaît, de passer par le site web pour s'inscrire au préalable. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Divergence.